Au Sénégal, l'histoire politique récente ne peut pas se comprendre sans un duo. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Deux hommes, un même combat, puis une rupture spectaculaire au sommet de l'État. Dans cette vidéo, on va voir comment leur collaboration a commencé, pourquoi Sonko n'a pas été président, pourquoi il a choisi Faye et comment tout a dérapé malgré un peuple qui continue de voir en Sonko les leaders les plus inspirants de sa génération. Parlons de leur début et de leur collaboration. L'histoire commence bien avant la présidentielle. Ousmane Sonko s'est fait connaître comme haut fonctionnaire des impôts devenu lanceur d'alerte, puis opposant farouche au régime des Macky Sall. Autour de lui se forme un noyau dur des militants, des techniciens, des juristes, des cadres. Parmi eux, Bassirou Diomaye Faye. Faye, c'est l'homme de l'ombre, discret, méthodique, souvent moins visible que Sonko, mais au cœur de l'appareil politique et idéologique. Il participe à la structuration du parti, à la rédaction des textes, à la vision programmatique. En coulisses, les deux hommes se complètent. Sonko incarne la voix et la flamme. Faye incarne l'architecture, l'organisateur, celui qui tient la maison. Très tôt, leur collaboration repose sur un contrat moral, un même projet de rupture avec les systèmes, une même dénonciation de la corruption, une même volonté de refonder les institutions. Aux yeux de leurs partisans, ils ne sont pas deux individus, ils sont les deux faces d'un même combat. Pourquoi Sonko n'a pas été président? Pourtant, au moment de la conquête du pouvoir, ce n'est pas Sonko qui va s'asseoir au palais présidentiel. Pourquoi? Parce que la bataille politique ne se joue pas seulement dans la rue ou dans les urnes, mais aussi dans les tribunaux. Sonko s'est retrouvé pris dans une série d'affaires judiciaires qui vont le frapper au moment stratégique. Beaucoup disent que Macky Sall avait fait tout son possible pour les faire arrêter, les faire condamner de manière illégale. Condamnation, inéligibilité, arrestation, tout un arsenal politico-judiciaire s'est mis en place pour empêcher sa candidature. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas ignorer ceci. Sa figure devient tellement menaçante pour le système qu'il devient la cible principale, surtout des Macky Sall, faut le dire. Résultat, au moment décisif, Sonko ne peut pas légalement se présenter, mais le mouvement, lui, ne peut plus reculer. Il faut une candidature de continuité, une figure qui porte le projet, mais qui soit encore éligible. C'est là que Bassirou Diomaye Faye entre sur le devant de la scène. Sonko ne peut pas se présenter, mais il peut désigner. Et il choisit Faye comme son plan B. Il n'a pas été égoïste, mais surtout comme prolongement de sa vision. Pour beaucoup de militants, voter Faye, c'était voter Sonko par procuration. Pourquoi Sonko avait choisi Faye? Pourquoi Faye précisément? D'abord, il y a la confiance personnelle. Ils ont traversé ensemble les années des luttes, les pressions, les répressions. Faye connaît les dossiers, les hommes, les alliances, les faiblesses du système. Ce n'est pas un parachuté, c'est un compagnon de route. Ensuite, il y a la cohérence idéologique. Faye partage la ligne souverainiste, panafricaniste et la critique des élites qui ont géré l'État avant eux. Pour Sonko, c'est essentiel. Il lui faut quelqu'un qui ne trahira pas les camps idéologiques. Enfin, il y a la stratégie. 1. Choisir quelqu'un de trop connu aurait créé des rivalités internes. 2. Choisir quelqu'un de trop docile aurait envoyé le signal d'une marionnette. Faye apparaît comme le compromis. La juste mesure. Suffisamment proche pour rassurer la base, suffisamment différent pour être accepté comme président à part entière. Quand la campagne se lance, le slogan « Diomaye Moi Sonko »,« Diomaye c'est Sonko » résume tout. L'idée que le président Faye sera en réalité la réalisation du projet Sonko. Les duos fonctionnent, la base y croit et la victoire électorale devient la victoire d'un tandem plus que d'un seul homme. Les soucis qui apparaissent après la victoire. Oui, comme toujours en Afrique, vous le savez. Mais une fois au pouvoir, la réalité de l'État n'est pas celle de meeting. Dès le premier mois, des tensions apparaissent, d'abord discrètes, puis de plus en plus visibles. Première tension. Qui incarne quoi? Les protocoles, la constitution et les institutions font du président le centre du système. Pourtant, dans l'opinion militante, Sonko reste les symboles, les matricules de la lutte, celui pour qui des gens ont risqué la prison, la mort, la pauvreté. Entre l'autorité institutionnelle des Faye et l'autorité morale de Sonko, une friction permanente s'est créée. Deuxième tension. La gestion du pouvoir. Il faut gouverner, négocier, composer avec les partenaires internationaux, la dette, les FMI, les entreprises, les bailleurs.
La radicalité de la campagne se heurte aux contraintes de la gestion. Le président doit parfois adopter une ligne plus pragmatique là où Sonko et sa base veulent maintenir une ligne dure. Chaque compromis est vécu comme un recul par certains, comme un réalisme nécessaire par d'autres. Troisième tension, le contrôle du mouvement. Qui dirige réellement? Le président en exercice ou les leaders historiques du parti? Les nominations, la gestion de la coalition, les restructurations internes deviennent des champs de bataille. Des décisions comme le repositionnement de certains cadres, la réorganisation de la coalition, les discours divers en public nourrissent l'idée d'une rupture profonde. Petit à petit, ce qui était présenté comme une parfaite complémentarité se transforme en rivalité des leaderships. Et au lieu d'un binôme soudé, le peuple observe un bras de fer au sommet de l'État. Comment le peuple voit encore Sonko? Malgré tout ça, une chose reste claire dans l'imaginaire populaire. Pour une grande partie de la jeunesse et des classes populaires, Ousmane Sonko demeure les leaders authentiques et les plus courageux de sa génération. Même malgré que le président l'ait limogé en public hier, le 22, il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont réunis autour de lui, qui ont chanté, qui étaient contents, qui l'ont accompagné. Pourquoi on le voit comme un leader? Parce que c'est lui qui a payé le prix le plus élevé dans l'opposition. Interdiction, procès, attaques médiatiques, risques physiques. Parce que c'est son discours qui a réveillé une conscience politique nouvelle avec de mots simples, un style direct, une posture de rupture. Et parce que même écarté de la présidence, beaucoup ont le sentiment que sans Sonko, cette alternance n'aurait jamais existé. Ainsi, aux yeux de nombreux Sénégalais et Africains, Sonko reste le symbole du refus de la résignation, le symbole d'une bataille contre le système, le symbole d'un avenir possible, même s'il n'a pas lui-même pris le portefeuille présidentiel. C'est là tout le paradoxe. Les tandems s'est fissuré, les pouvoirs s'est reconfiguré, mais la figure de Sonko continue d'habiter les cœurs d'une partie importante du peuple qui les considère comme les meilleurs leaders. C'est lui qui a osé, c'est lui qui a payé, c'est lui qui a ouvert une brèche. L'histoire de Sonko et Faye, c'est une leçon politique. On peut partager un rêve, gagner une bataille ensemble et pourtant se diviser une fois le pouvoir conquis. Mais c'est aussi la preuve qu'un peuple peut distinguer les systèmes, les jeux d'appareil et la figure d'un leader qui l'a marqué. Et toi, comment tu vois ces dieux aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que Sonko pourra se présenter pour 2029 à la présidentielle au Sénégal? Moi, j'y crois énormément, mais j'espère qu'il sera longuement à vie pour pouvoir atteindre 2029 et devenir président de son parti. On devrait tous apprendre énormément de ce genre de choses. Les pouvoirs finissent toujours par corrompre. En tout cas, deux personnes ne sont jamais la même idée. Ça, c'est clair.